Si le croisement est difficile, le conducteur qui descend devra s'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si le croisement s'avère difficile, le conducteur qui descend, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient son véhicule, devra s'arrêter en premier afin de faciliter le passage de celui qui monte. Ici, ce n'est pas la règle spécifique du croisement en montagne qu'il faut appliquer. Le véhicule doit s'arrêter car les véhicules stationnés sont de son côté. Après un dépassement, je dois attendre la fin de cette ligne à traits rapprochés avant de revenir à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne confondez pas les lignes, et pour ce faire, replacez-les dans leur environnement. Ce n'est pas ici une ligne de dissuasion qu'on ne trouve que sur les routes étroites et sinueuses. Cette ligne interdit seulement de passer de la voie où je circule vers la sortie. Mais elle n'interdit pas la manœuvre de dépassement ni celle de rabattement. Je peux cependant rester actuellement sur cette voie si je désire continuer de dépasser les autres usagers. La signalisation m'interdit de tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau de sens interdit n'interdit pas de tourner à gauche. Il interdit de remonter à contresens la voie située à gauche de la rangée d'arbres. De plus, la ligne d'effet du stop à gauche ne prend que la moitié de la largeur de la voie. Je peux encore emprunter cette bretelle de sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque je souhaite quitter une route, je dois me placer dès le début dans la voie de décélération. À l'allure où je circule, si je sors maintenant, je risque de me retrouver dans l'herbe en tête à queue. Je désire tourner à droite à la prochaine intersection. Je peux encore me placer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les flèches de présélection permettent de me placer en fonction de la direction que je veux prendre. Et je dois me positionner dès que je rencontre la première flèche. J'aurais dû me placer plus tôt pour tourner à droite, car je ne peux plus le faire maintenant à cause de la ligne continue. Je continue tout droit. Pour emprunter la sortie, je reste dans ma voie. Réponse A. Je change de voie maintenant. Réponse B. La chaussée est en travaux et les cônes délimitent les voies. Celle de droite étant neutralisée, je ne peux donc pas me placer dessus. Plus loin, un espace sera obligatoirement aménagé pour permettre d'emprunter la sortie. Le piège, c'est qu'on ne le voit pas encore. Je dois prévenir et ralentir suffisamment pour ne pas gêner.
Pour tourner à gauche, je reste dans cette voie. Réponse A. Je passe dans la voie de gauche. Réponse B. Dans ce cas de figure, le marquage au sol est un peu ambigu. Il va falloir chercher sur l'image les éléments pour comprendre ce qu'il en est ici. Au premier abord, j'ai l'impression d'être dans un sens unique, car le marquage au sol n'indique que des voies. Auquel cas je devrais alors me placer totalement à gauche. Mais en regardant à gauche, j'aperçois un panneau à l'envers. C'est le signe formel que la circulation s'effectue à double sens. Je reste donc dans la voie centrale pour tourner à gauche. Cette limitation indique la vitesse à atteindre pour sortir de la voie d'insertion. Réponse A. S'adresse à tous les usagers. Réponse B. On pourrait y croire, mais c'est pousser le bouchon un peu loin. Il n'y a pas de vitesse obligatoire pour sortir d'une voie d'insertion, sinon qu'il ne faut pas gêner par une vitesse trop lente. Cette limitation à 110 km/h, placée en rappel, s'adresse à tous les usagers. Pour être à 50 km/h à 150 mètres, je ralentis dès maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La prescription est à 150 mètres, mais c'est ici qu'on invite à ralentir. Alors il faut répondre dans ce sens. Pour adopter une conduite apaisée, je n'attends pas d'être arrivé à l'entrée de l'agglomération dont on distingue le panneau au loin. Je lève le pied de l'accélérateur dès à présent, ce qui m'évitera d'avoir à freiner trop franchement à 150 mètres. La voiture ralentira d'elle-même. Je dois freiner fortement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Allumer les feux de détresse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les dispositifs de contrôle de vitesse ne sanctionnent pas en dessous de la vitesse limite. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer un freinage brutal dans cette situation. Cela risque même de surprendre les usagers suiveurs. Inutile également d'allumer les feux de détresse car il ne s'agit aucunement d'une situation d'urgence. Les feux clignotent. Je passe en cédant le passage aux usagers venant de droite. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Lorsque les feux clignotent ou s'ils sont en panne, je dois appliquer la règle qui est alors éventuellement donnée par la signalisation d'intersection. Ici, aucune signalisation n'indique la règle de passage à appliquer à cette intersection. Je laisse donc passer les usagers venant de droite. Je ralentis pour faciliter l'accès aux véhicules s'insérant à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux stop des véhicules circulant dans ma voie et ceux de la voie de gauche sont allumés. La circulation est donc ralentie.
Par courtoisie, je réduis un peu mon allure pour faciliter l'accès aux usagers circulant sur la voie d'insertion, car ils ne gênent pas spécialement. Dans cette situation, je m'arrête. Réponse A. Je passe. Réponse B. J'aborde un passage piéton, et un piéton est largement engagé. Je dois lui céder le passage. Le conducteur du véhicule derrière moi ne sera pas surpris par mon arrêt si par anticipation je lui ai signalé mon intention à l'aide des feux stop. J'aborde un chemin de terre. Les usagers qui en sortent doivent me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention aux mots priorité. À l'examen, on demande toujours si je dois ou si quelqu'un doit céder le passage. Ici, les usagers sortant du chemin de terre doivent céder le passage aux autres usagers. Cela m'oblige à contrôler qu'on me cède le passage. C'est une mesure élémentaire de sécurité. Sur une petite route de montagne en intersection, la priorité de passage appartient à l'axe de circulation le plus important. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au gros véhicule par rapport au petit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi inventer des règles qui n'existent pas? Les règles de passage ne s'accommodent pas de particularités locales. Ce sont les mêmes pour tous. Ici, les usagers venant de gauche cèdent le passage à ceux qui arrivent à leur droite. Si le passage est difficile, les usagers doivent alors s'entendre pour ne pas bloquer la situation. Ce panneau indique une bifurcation d'autoroute. Réponse A. Une sortie. Réponse B. Les panneaux qui annoncent une bifurcation d'autoroute sont toujours de couleur bleue. Ici, ce panneau de présignalisation indique que la prochaine sortie se situe à 600 mètres. Elle me permettra de me rendre à la porte d'Italie, par exemple, ou à Lille. Le logo de l'autoroute placé sur le panneau à fond vert indique qu'une partie de l'itinéraire pour aller à Lille pourra s'effectuer par l'autoroute. Je peux continuer tout droit si ma vitesse ne dépasse pas 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si j'actionne mes feux de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau de prescription à droite interdit l'accès de la route aux usagers ne travaillant pas sur le chantier. Je n'ai donc pas le droit de continuer, même si mes feux sont allumés et si je respecte la limitation de vitesse. Les cônes placés sur la ligne médiane servent à guider pour observer une bonne distance de sécurité. Réponse A. À délimiter ma voie de circulation. Réponse B. Ces cônes ne sont pas là pour vous piéger. La voie de droite est neutralisée pour cause de réfection de la surface.
Afin de sécuriser les lieux, la vitesse est abaissée et la voie est délimitée par des cônes. Pour la distance de sécurité frontale, je n'ai pas besoin des cônes, mais je compte 2 secondes avec l'usager qui me précède. La signalisation indique sur l'aire de repos un restaurant, réponse A. Un distributeur de boissons chaudes, réponse B. Des pompes à carburant, réponse C. Une hôtellerie, réponse D. Il ne faut pas s'y perdre dans le nombre d'informations sur ce panneau. Le premier représente le logo d'un distributeur de carburant, le deuxième signale un restaurant ou un self-service proposant des plats chauds, et le troisième un distributeur de boissons chaudes et froides. L'hôtellerie ne fait pas partie des services sur cette aire, qui est accessible aux personnes ayant une mobilité réduite. Je vais pouvoir utiliser l'emplacement signalé par le panneau pour faire une pause. Réponse A. Lire une carte routière. Réponse B. M'arrêter en cas de panne. Réponse C. Téléphoner. Réponse D. Ce panneau indique la présence d'un emplacement d'arrêt d'urgence que je ne pourrai utiliser qu'en cas de nécessité absolue. Si l'arrêt n'est pas urgent, il existe des aires de repos que l'on trouve sur les autoroutes tous les 15 km environ. Devant la voiture noire, je peux effectuer un arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation au sol m'interdit d'effectuer tout arrêt ou stationnement. En effet, comme la voiture noire, je serai en infraction, car il est strictement interdit d'effectuer un arrêt ou un stationnement sur les zigzags jaunes d'arrêt de bus. Après l'arrêt de bus, je peux m'arrêter pour déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après les zigzags jaunes qui positionnent un arrêt de bus, je ne pourrai effectuer ni un arrêt ni un stationnement, car la signalisation me l'interdit. En effet, il y a une ligne jaune continue peinte sur la bordure du trottoir. À droite, je vais pouvoir m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. En m'arrêtant ou en stationnant à droite, je vais gêner les usagers derrière moi, en les obligeant à franchir la ligne continue pour me dépasser. Je continue donc et je m'arrêterai plus loin lorsque la signalisation me le permettra. Dans cette rue à sens unique, les véhicules sont bien stationnés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tous ces véhicules stationnés avant le feu sont en infraction. Alors qu'il y a un marquage jaune, ils sont de plus posés sur le trottoir qui est réservé à la circulation des piétons. Ces stationnements sont dangereux car ils obligent les piétons à descendre sur la chaussée.
au risque de se faire percuter par les véhicules en circulation. Lorsqu'il n'y a pas de trottoir, je peux aller stationner à gauche ou à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi compliquer ce qui est une règle simple? Ne cherchez pas à contourner les textes réglementaires. En agglomération, il est interdit de s'arrêter ou de stationner à contresens de la circulation. La seule exception possible concerne une rue à sens unique. Le fait qu'il y ait ou non des trottoirs n'y change rien. L'arrêt reste possible sur un passage piéton en cas de bouchon de la circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour déposer un passager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le piège est facile à déjouer. Si l'on sait que l'arrêt est interdit sur un passage réservé à la traversée des piétons, on pourrait être tenté de penser qu'en circulation il n'en est pas de même. Mais un passage pour les piétons est un lieu réservé à leur intention, un peu comme une piste cyclable. En aucun cas, lors d'un bouchon, je ne peux rester arrêté sur un passage, ce qui est facile si j'y fais attention. Sur cette aire de repos, je peux stationner où je le souhaite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pensez aux autres. Vous n'êtes pas le seul à circuler et à vous arrêter sur une autoroute. Il y a des camions, des cars, des attelages caravanes, des camionnettes, des voitures et des motos. Pour chaque catégorie, il existe des emplacements spécifiques. Si l'espace réservé aux voitures est saturé, je ne vais pas sur le parking des poids lourds. Pour stationner, je vais m'approcher un peu plus du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce véhicule est en mission. J'ai donc le devoir de ne pas le gêner. Et cela vaut aussi lorsqu'il est à l'arrêt sans personne dans le véhicule. Ne prenez pas cet usager pour un véhicule normal. Je vais donc rester suffisamment en arrière pour qu'il puisse repartir sans avoir à manœuvrer. En règle générale, l'arrêt et le stationnement sont interdits sous un pont. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur un pont. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quand une question est posée ainsi avec le terme en général, il ne faut pas alors seulement considérer l'image présentée, mais toutes les situations. L'arrêt et le stationnement sont interdits, sur et sous les ponts, ainsi que dans les passages souterrains. C'est logique. Sous un pont ou un passage souterrain, il n'y a pas de place, et c'est alors dangereux. Sur un pont, le poids entre en jeu, mais il arrive cependant que des emplacements existent dans certaines villes. Je dispose d'un mois maximum pour déclarer en préfecture un changement d'adresse. Dans la même ville? Oui, réponse A. Non, réponse B. Hors du département d'origine? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Quel que soit le lieu du nouveau domicile, je dispose d'1 mois pour déclarer ma nouvelle adresse. La carte grise est en général rectifiée si l'on ne change pas de département et échangée hors département. Au-delà de ces délais, je risque une contravention. La distance d'arrêt augmente si le conducteur est fatigué. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si la chaussée est légèrement mouillée. Oui, réponse C. Non, réponse D. La distance d'arrêt, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Le temps de réaction dépend de l'état du conducteur. La fatigue augmente le temps de réaction. La distance de freinage, quant à elle, augmente avec l'état de la route ou du véhicule. Une chaussée mouillée allonge la distance de freinage. La portée minimale des feux doit être de 30 mètres pour les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. 100 mètres pour les feux de route. Oui, réponse C. Non, réponse D. À chaque entrée dans la période hivernale, il est souhaitable de faire effectuer un contrôle des feux par un spécialiste afin qu'ils soient bien réglés. La portée minimale des feux de croisement doit être de 30 mètres, sans éblouir, et celle des feux de route de 100 mètres. Le délai de modification de la carte grise est d'1 mois si j'achète un véhicule d'occasion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je déménage. Oui, réponse C. Non, réponse D. En cas de perte ou de vol de ma carte grise, en cas de changement de domicile, d'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, un délai d'1 mois m'est imparti pour demander un nouveau certificat d'immatriculation ou pour y apporter des modifications. Passé ce délai, je risque une contravention. Pour le conducteur et les passagers, il est préférable d'attendre le dépanneur. Dans le véhicule, réponse A. Derrière la glissière de sécurité, réponse B. Sur la bande d'arrêt d'urgence, réponse C. En cas de panne sur l'autoroute, je fais sortir du véhicule les passagers et nous nous plaçons derrière la glissière de sécurité. Rester dans le véhicule ou sur la bande d'arrêt d'urgence est dangereux à cause de la circulation rapide à proximité. Je dois changer mes essuie-glaces au moins une fois par an. Oui, réponse A. Non, réponse B. De préférence avant la période hivernale. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les balais d'essuie-glace doivent être en bon état, afin que ma visibilité, lors de fortes pluies par exemple, soit correcte. Ceux-ci doivent être changés au moins une fois par an avant les périodes hivernales, car c'est à ce moment-là qu'ils sont le plus sollicités. Je peux circuler ici sans feu. Réponse A. En feu de position. Réponse B. En feu de croisement. Réponse C. En feu de route. Réponse D. Ici, je circule en agglomération dans un endroit très bien éclairé. Je dois donc au moins allumer les feux de position. Je peux aussi circuler avec les feux de croisement, c'est même conseillé. En revanche,
L'utilisation des feux de route est interdite dans un endroit éclairé, et la circulation sans feu est strictement interdite. Les rétroviseurs extérieurs permettent de contrôler la totalité des angles morts. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les angles morts sont des zones autour du véhicule qu'il est difficile de voir en regardant devant soi et dans les rétroviseurs. Pour les contrôler, il est donc nécessaire de tourner la tête. En effet, un usager peut être placé à côté de mon véhicule sans que je l'aperçoive dans mon rétroviseur extérieur. Les aérateurs du véhicule servent à désembuer les surfaces vitrées. Oui, réponse A. Non, réponse B. À renouveler l'air de l'habitacle. Oui, réponse C. Non, réponse D. Attention, cela fait partie de ce qu'on doit savoir. Les aérateurs sont placés près du pare-brise et sur les côtés afin de désembuer les surfaces vitrées nécessaires à la visibilité du conducteur. On peut les orienter. Bien souvent, il existe aussi un aérateur central qui renouvelle l'air dans l'habitacle. Je peux régler la température de l'air. Je peux remplacer les feux de croisement par les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cela peut paraître bizarre, mais c'est l'un et l'autre ou l'un ou l'autre. Telle est la règle. Je peux allumer les feux de brouillard avant en complément des feux de croisement. Mais je peux aussi allumer les feux de brouillard à la place des feux de croisement. Il reste cependant souhaitable de laisser les deux allumés sans oublier les feux de brouillard arrière afin d'être vus. Sur cette autoroute, je peux ou je dois circuler sans feu. Réponse A. Avec les feux de position seuls. Réponse B. Avec les feux de croisement. Réponse C. Avec les feux de route. Réponse D. Je peux ou je dois, il faut bien définir ce qui se cache derrière ces verbes. Le verbe devoir s'adresse à la règle et le verbe pouvoir s'adresse au comportement. Pour lever toute ambiguïté, on utilise ici les deux, car pour certains on peut et pour d'autres on doit. Lorsque la visibilité est insuffisante, je dois circuler avec les feux de croisement allumés. Comme il ne fait pas totalement nuit, je ne peux pas actionner les feux de route. Les feux de position seuls ne s'utilisent qu'en agglomération bien éclairée.